Salut tout le monde, là aujourd'hui on est à Paris, donc on va sur un petit crochet par le 94, on va aller voir Mathieu Toulza, qui est un super podologue. Il a une vision des choses qui est un peu différente de la vision podologique de d'habitude, donc je suis assez pressé de partir discuter avec lui. C'est un ami, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, donc on va pouvoir un peu échanger sur sa pratique. Il a une histoire assez atypique, donc vivement qu'on puisse vous montrer un petit peu tout ça. Et après, c'est ma journée d'opération, c'est aujourd'hui où je me fais opérer. On va en profiter pour aller faire un petit crochet également par la clinique, ça c'est un peu moins rigolo, mais c'est la vie et ça va nous permettre comme ça de repartir pour de plus belles aventures encore plus fortes. Allez, on est parti les amis. Hey! Hello! Comment ça va? Ça va et toi? Marine derrière la caméra, enchanté. Mathieu, enchanté. Ah, écoute, bienvenue. Merci. Bienvenue chez toi du coup. Voilà. Et bah allez, Sur Marne. on attaque. Allez, ciao. Allez, on y va. Ouais Mathieu, bah merci de nous accueillir. du coup. Merci à toi pour ton invitation. Là on est dans ton cabinet. Nous ça fait quelques temps qu'on se connaît du coup. Alors tu te souviens un peu quand est-ce que c'était rencontré? Ouais, on s'est rencontrés dans le cadre de l'Association nationale des podologues du sport. Qui Ouais. faisait une formation dédiée aux préférences motrices. C'était le début des préférences à l'époque, février 2017. Ouais, À bonne Brest. mémoire. À Brest, et c'était c'était très sympa, un bon souvenir. On s'est rencontrés, on avait bien matché tout de suite. Ouais, c'était sympa. Moi C'est j'avais comme bien quoi, aimé ton état d'esprit et je crois que depuis on s'est pas trop lâché quoi finalement. Bah non, on est resté en contact, en keep in touch, comme on Ouais, dit ouais, en anglais. Et non, on a une vision assez commune, enfin synergique, et du coup, clairement, C'est vrai que c'est ça qui a bien matché au départ. C'est Ouais. qu'on avait une vision un peu différente de ce qu'on peut voir habituellement finalement Ouais. pour la podologie. Et ton passé sportif aussi qui est très intéressant. Raconte-nous un peu. Oui, alors pour essayer d'être simple, je suis podologue du coup depuis une vingtaine d'années, un petit peu plus, mais auparavant j'étais sportif de haut niveau, dans un sport de combat, le karaté, etc., Mhm. qui déjà faisait en sorte que j'étais intéressé par le mouvement, alors non pas sous le prisme de la thérapeutique, mais plutôt pour essayer de comprendre un petit peu comment bougeaient mes adversaires. Et je commençais déjà à m'intéresser un petit peu aux formes de corps, aux manières de bouger, aux manières d'un corps, à la manière qu'a un corps une structure de bouger dans le mouvement, puisqu'un mouvement identique en fonction de la structure corporelle, ça bouge pas tout à fait pareil. Voilà, donc de là est partie mon envie de m'intéresser un petit peu à ça. Au Mhm. début, après ma carrière de sportif de haut niveau, du coup, je fais des études en parallèle de podo. Pourquoi j'ai fait podo? Parce qu'au début, je me destinais à kiné, sauf que l'entraînement, tout ça faisait que je pouvais pas être toujours présent à l'école. Ouais. Et pour la petite anecdote, en fait, je jouais beaucoup sur le statut de sportif de haut niveau pour avoir une place en école de kiné. Ouais. Sauf c'est plutôt les sports olympiques qui avaient Ok. des places prioritairement. Le karaté n'était pas olympique à Ouais, l'époque. ouais. Et du coup, il restait plus qu'une place pour les sports non olympiques, et notamment pour le karaté. On était deux en concurrence. Et lors d'une compétition championnat de France, on se retrouve l'un contre l'autre. Il gagne en prolongation, il va au monde et fait champion du monde. Ah, et là, Donc t'es du deg. coup, il a eu la place, c'est pas moi. Et là, t'es deg. Donc j'ai arrêté kiné, je suis reparti sur une prépa, mais une prépa podo, qui était quand même moins compliquée à suivre, et pour pouvoir continuer à m'entraîner, puisqu'on s'entraînait à l'époque 2 fois par jour, donc Mhm. ça, plus la prépa, et puis même l'école après. T'as C'était réussi à plus cumuler facile. les deux du coup, ouais. Ouais, alors la prépa, c'était pas difficile, parce que les horaires étaient pas très denses. Après, collège, en ouais. école de podo, parce que habituellement, pour ceux qui connaissent pas, usuellement sur des écoles paramédicales, les sportifs de haut niveau font une année en deux, c'est-à-dire qu'on dédouble l'année. Première D'accord, année ouais, en 2 ouais. ans, deuxième année en 2 ans, etc. Moi, j'avais pas ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette possibilité-là en podologie. Du coup, j'ai fait mes années comme tout le monde, sauf que j'étais là qu'aux cours pratiques. Ouais. Et aux cours théoriques, quand je pouvais être là, Ouais. le directeur de l'école avait été cool. Il m'avait dit, écoute, tant que ta moyenne ne descend pas en dessous de 12 T'arrivais ou quand même 13, à associer les deux voilà, j'avais des assez cours. On facilement. n'avait quoi. pas Internet à l'époque, enfin, c'était le début, on Ah, pouvait vas-y, pas retrouver les dis qu'on cours. est vieux, vas-y. Non, mais c'était une autre époque. Du coup, j'avais un copain ou deux qui était sympa, qui prenait bien les cours, qui me filait leurs cours. T'arrivais à t'arranger, Et ouais. puis, j'essayais de maintenir ma moyenne à 12-13 correct pour rester dans les clous avec le directeur de l'école avec lequel j'avais scellé un pacte. Donc, mine de rien, Mathieu était déjà bosseur, quoi. Exactement, oui. Enfin, disons qu'il y avait de toute façon, c'est toujours pareil, hein, quand tu es motivé, où tu te donnes les moyens, où tu te cherches des excuses, mais à un moment, si tu vas arriver à quelque chose, tu n'es pas sûr d'y arriver en donnant tout ce que tu as. Ce qui est certain, c'est que tu n'y arriveras pas si tu ne donnes pas tout ce que tu as. Donc, voilà. Alors, c'est effectivement l'esprit un peu de détermination qui est hyper important dans ces cas-là. Ouais. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en valeur ici, d'ailleurs. Hein. C'est vraiment le côté mindset, le côté état d'esprit, le côté travail pour arriver à tes fins
et un travail vraiment qui soit de qualité, quoi, en l'occurrence. Déjà un beau parcours Ouais. de base. Comment ça s'est passé après? Du coup, tu es arrivé, donc ça y est, podologue. Voilà, donc je suis donc diplômé en 2001 de mémoire, c'était ça. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup, enfin, il y avait pas énormément de collaborations. Encore une fois, les recherches sur Internet, les collabs, c'était pas facile, donc il n'y avait pas beaucoup. J'avais des crédits étudiants à rembourser, donc je me suis lancé. J'ai fait un remplacement de 2 mois à Livry-Gargan. Et puis après, je me suis lancé. J'ai acheté un tout petit cabinet dans le 18e, vraiment un modèle réduit. C'était parti, quoi. Ouais, c'était parti, sauf que mauvaise surprise, j'ai racheté, mais la patientèle, 90% de la patientèle n'est jamais venue me voir, ne serait-ce qu'une fois. Ah, sympa. En fait, on m'a vendu du rêve, quoi. Donc, du coup, c'était l'aventure. Allez, bienvenue dans Tu as fait comme une création, quoi. Ouais, on peut considérer ça c'était comme une l'activité libérale. Et voilà, donc du coup, j'ai arrêté ma carrière de karatéka parce que ça on gagne pas d'argent. Hein, donc, à un moment, faut quand même. Puis j'avais le crédit étudiant, tu peux pas te permettre de te T'avais quel âge, blesser. du coup, à l'époque? J'avais 24. D'accord, ok. 24, ouais, c'était ça. Et tu as toujours gardé un peu cet esprit sportif Oui, dans le cadre de ton travail, du coup? Ouais, après je m'entraîne. Donc après je suis passé, j'ai fait d'autres sports de combat, mais plus en mode loisir. Je me suis essayé un peu à la CEF, etc. Mais je m'entraînais plus 2 fois par jour. Je m'entraînais 3-4 fois par semaine. Je faisais un peu d'entraînement physique, de préparation physique Tu as déjà moi-même. une bonne fréquence d'entraînement. Voilà. Et puis je faisais 2 séances de 2-3 séances de sport de combat. Allez, on va dire entre 3 à 5 séances de sport dans la semaine. Mais c'était plus de 2 séances par jour comme ça l'a été pendant un temps, quoi. Donc c'était quasiment tous les jours, voire même des fois le dimanche quand je rattrapais des séances que j'avais pas pu faire, où c'était la course. Voilà, parce que pour ceux qui connaissent pas, globalement, comment ça se passe, c'est entraînement le matin plutôt très tôt, après les cours quand tu peux, ou alors tu vas au cours et puis tu pars avant, tu vas t'entraîner en fin de matinée, tu reviens à l'école, tu bosses si tu peux, tu retournes avant la fin de l'école, t'entraîner le soir. Bon, bah là, quand tu bosses, c'est plus possible. Donc, le sport, c'est comme tout, hein. Si tu veux du résultat, il faut bosser, hein. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'ici, sur cette chaîne, on fait un peu le parallèle entre le sport et l'activité pro, c'est hyper important. Et il y en a beaucoup qui arrivent à trouver aussi leur défouloir dans le sport, et c'est ce qui donne aussi, c'est ce qui nous permet de rester en bonne santé finalement. Le sport. Pour moi, c'est primordial. Ouais, du coup. Le mouvement. Et le mouvement, exactement. Chacun bouge à son rythme, mais il faut bouger. Ouais, on développe notre système nerveux par notre motricité. C'est la vie. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans ta carrière en termes d'évolution? Je sais que toi, tu as un parcours qui est un peu atypique. Du coup. Ouais, globalement, donc du coup, j'ai racheté ce petit cabinet qui est dans le 18e pendant 7-8 ans. À un moment, j'ai eu une proposition de m'associer dans une grosse structure, pas avec 2 podologues, mais avec des médecins spécialistes, donc dans le 18e arrondissement toujours, mais beaucoup plus gros. Donc j'ai quitté ce petit cabinet pour aller dans cette grosse structure. Clairement, ça a été un véritable effet de levier, tout simplement parce qu'il y avait quasiment 400 appels par jour. Donc forcément, et puis le brassage, il y a de la demande et ça a explosé. Donc le cabinet a vraiment explosé. Quand j'ai explosé, c'était vraiment en un an ou deux, j'ai fait x4 ou 5 quoi, en termes de chiffre d'affaires. D'accord. Donc c'est bien, mais il faut le gérer aussi. On peut parler un peu chiffre d'affaires ou pas Ouais, oui. Alors à l'époque, c'était au début des années, je te parle, j'ai changé de cabinet, c'était en 2009. Ouais. Du coup, j'étais passé d'un petit chiffre d'affaires, j'étais à 40 000. 40-50 000 au bout de 7-8 ans, c'était vraiment petit dans le 18e. Et je suis rapidement monté à 150, 160, 180. Ouais. Sachant que la moyenne, à peu près en podologie, on est à 70 000, je crois. 60, ouais, c'est ce que tu me disais. Ouais, j'étais. Alors après, 70 000 à Paris, 70 000 au fin fond de la Creuse, peut-être moins problématique, mais quand même. Le chiffre d'affaires ne fait pas le bénéfice. Hein, exactement. Surtout tout à en France, fait. on en parle souvent, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que ça permet de se donner une idée un petit peu de comment tu as évolué au niveau de ton cabinet et puis surtout de la fréquence, du coup. Voilà. Donc, ok. Sachant qu'à Paris, les tarifs étaient peut-être un peu plus élevés, ce qui faisait que le chiffre monte plus vite. Mais les charges sont aussi plus élevées. Le loyer, comme je te disais, était juste démentiel. On avait 3 secrétaires. Enfin, tout ça, il faut les payer. Ouais, nous, on a des tarifs en province qui sont quand même beaucoup moins élevés. Et du coup, tout est cher, en fait. Toi, on avait un jardin, il fallait l'entretenir. Société de ménage pour 450 mètres carrés à l'époque. Pas tout pour moi, hein, attention. Mais tout le lieu, on était sous forme d'une société civile de moyens, une SCM. Et du coup, on partage tous les frais inhérents aux parties communes. Et donc, c'est un gouffre financier, quoi. On avait un budget, donc il faut que ça tourne. Il faut que le cabinet tourne, parce que sinon, c'est à la gorge, quoi. C'est ça, au niveau des charges, on en parle rarement, mais les charges, c'est quelque chose qui est quand même hyper important. Et, clairement. Et on est assailli de charges en France, il ne faut pas peur de le dire, hein, dans tous les cas. C'est pour ça qu'il faut assurer aussi derrière en termes de chiffre d'affaires, c'est hyper important. Donc du coup, il y a eu ce cabinet là où j'ai repris, donc j'ai bossé jusqu'en 2019. Après, j'ai eu un gros problème de santé qui m'a obligé à m'arrêter quasiment un peu plus d'1 an et demi, enfin 18 mois. Voilà, donc du coup, ça a été l'occasion aussi pour moi de faire un petit peu le point sur mon activité professionnelle. Ouais, tu t'es mis en mode réflexion un peu. Ouais, tu as du temps, hein. Tu as du temps pour toi. Bon, moi en plus, ce qui m'était arrivé, c'était un peu atypique. Du coup, on ne savait pas trop comment j'allais évoluer, etc. Donc, il fallait essayer de trouver une solution bis. J'ai essayé de mettre à profit ce temps pour réfléchir à tout un tas de choses qui m'avaient questionné. Je m'intéressais beaucoup à certains éléments. Alors, il y avait eu au préalable des formations
formation sur le neuro, je m'étais formé en préparation physique, etc. Mhm. Mais c'était des entités prises à part, en fait. Mhm. Et je me suis dit, globalement, puisque j'ai du temps, bah, c'est le moment jamais de creuser ce que je D'y aller, quoi. pressentais, mais que j'avais jamais eu vraiment le temps de creuser. Et donc, j'ai essayé de faire des liens entre la structure d'un corps, le côté neuro, au sens large du terme, et comment l'un s'emboîte avec l'autre. Aujourd'hui, on a tendance, quelles que soient les professions, à dissocier l'aspect neuro de l'aspect structurel. Et en fait, c'est pas possible. Tout fonctionne ensemble. Un ingénieur de Formule 1, il va pas regarder juste le pilote ou que la voiture. En fait, les deux fonctionnent. Bah, c'est exactement pareil pour le mouvement. Bah, c'est là où c'est hyper important, c'est qu'on a toujours tendance à voir le côté cloisonnement de Ouais. chaque spécialité, alors qu'en fait, Yes. on voit que tout doit être décloisonné. On parlait d'ouverture d'esprit, mais il faut s'ouvrir un petit peu aux autres professions Ouais. et puis essayer de, comme des Lego, les associer les uns avec les autres et en faire quelque chose Tout à fait. Ouais. de concret, quoi, effectivement. Ouais. Donc ouais, c'est l'approche que j'ai bien aimé aussi avec toi. Et donc, une fois que tu as commencé à mettre ça un petit peu en évidence, comment ça s'est passé alors du coup? Donc, en fait, les premiers liens, je me questionnais beaucoup à partir des années 2015-2016. Quand je me suis formé aux préférences motrices, entre autres, j'ai vu un levier supplémentaire. J'arrivais pas encore à voir comment je pourrais lier une forme de corps à l'expression d'une motricité. Alors après, je sais pas, en fonction de comment les gens seront formés. On avait tendance à faire, à l'époque, tout du moins, les raccourcis étaient forts, étaient très rapides. On disait grosso modo, telle manière de bouger, c'était plutôt associé à telle forme de corps, et telle autre manière de bouger, c'était plutôt l'opposé. Alors, c'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai. C'est beaucoup plus fin que ça. Et du coup, un jour, j'ai réussi à, je sais plus, j'étais en vacances, j'ai eu un déclic en fait. À force de regarder, j'ai fait beaucoup de data, d'analyse vidéo, de mouvements. J'ai essayé de retranscrire un petit peu mes expériences. Même moi, en tant que sportif, j'avais ressenti des choses que je n'arrivais pas exprimées. Et un jour, j'ai un déclic. J'ai dit ça, j'ai eu une porte d'entrée. J'ai commencé à faire, alors avec l'humilité qui doit être la mienne, mais à mon petit niveau, Bien sûr. des liens. Plus en plus j'ai eu cette porte d'entrée, plus j'ai vu le sujet s'ouvrir à l'infini. Et après, en discutant avec certaines personnes, on va dire assez reconnues dans le milieu, notamment avec Cyril Jean, j'ai pas peur de le citer pour les préférences motrices, également avec Ralph Hippolyte, qui est quelqu'un de très intéressant. J'ai commencé à creuser de plus en plus mon sujet. J'ai également rencontré des gens qui sont dédiés au milieu de la musculation, comme Rudy Koya, pour ceux qui suivent, Ouais, qui est particulièrement bien implanté dans tout ce qui est morphoanatomie. Tous ces liens que chacun faisait tout seul, moi j'ai réussi à les regrouper en fait. Et là, pour moi, de mon point de vue, ça a ouvert un champ des possibles énorme. Ça n'exclut pas ce que chacun a ou ce que chacun fait, puisqu'encore une fois, chacun a eu des résultats à son niveau. Ça veut donc dire que ça marche. Non, ça veut juste dire qu'on peut peut-être rajouter un élément à un autre pour avoir encore plus d'éléments. Et puis après, chacun fonctionne en entonnoir et garde ce qui l'intéresse en fait, et se l'approprie à sa façon. C'est un peu l'aspect dont on parlait ensemble de la boîte à outils que j'aime bien utiliser, dans le sens où dans notre pratique, on a une boîte à outils et on va l'utiliser pour chaque patient de manière individuelle en fait. Tout à fait, ouais. C'est pas à nous de nous enfermer dans une spécialité finalement, c'est plutôt à nous de nous ouvrir aux différentes spécialités et de pouvoir utiliser ce dont on a besoin pour tel ou tel type de patient. Donc ouais, on est tous individuellement. C'est vrai qu'on prend souvent cette analogie pour la boîte à outils et c'est quelque chose qui fera sens, mais mine de rien, c'est-à-dire qu'à force, ça c'est quelque chose, c'est un raccourci qu'on dit souvent, mais à force d'avoir un marteau, on voit des clous partout. Et alors c'est une image, mais c'est tellement vrai. Et il n'y a pas une guerre de clochers aujourd'hui qui apparaît. Ça c'est la panacée, ça c'est l'apogée. Si on regarde bien, c'est qu'on rejette aujourd'hui ce qui était l'alpha et l'oméga il y a 20-30 ans. Et peut-être que la réalité est le croisement des deux. C'est-à-dire que la mécanique, c'était la panacée il y a 20-30 ans. Alors la même mécanique pour tout le monde, ça on peut en discuter parce qu'on sait aujourd'hui que c'est pas comme ça. Et puis aujourd'hui, c'est le tout neuro, on a laissé tomber l'aspect mécanique. Exactement. Et pour moi, que ce soit dans la podo, dans la kiné, bref, dans la compréhension du mouvement de demain, c'est les croisements de tout ça. C'est ce qu'on pourrait appeler la neuromécanique, la compréhension des liens entre le neuro tout est important et de la à structure. son niveau et bon à prendre. Exactement. C'est clairement important. On peut pas dissocier les deux. Non. Cette analogie avec la F1, elle me paraît très cohérente. C'est là où on se rejoint un petit peu sur notre vision des choses et comment est-ce qu'on aimerait faire évoluer un petit peu la pratique. Yes. Mais ouais, c'est pour moi, à mon sens, hyper important, quoi. Et donc toi, au niveau expérience, ça t'a permis d'aller chercher encore un peu plus de spécificité au sein même des sportifs, du coup, puisque tu travailles plus le mouvement, donc forcément le geste technique, le geste sportif. Tu as réussi à aller chercher de la performance comme ça, du coup? Oui, alors du coup, d'abord sous le prisme de la podo, une fois que j'avais commencé à faire ces premiers liens, j'ai déjà regardé en cabinet comment ça matchait avec du sportif, on va dire, non pas lambda, il n'y a pas de côté négatif là-dedans, mais qui n'est pas du très haut niveau. Même si j'avais travaillé avant avec des handballeuses, mais en faisant un peu de préférence d'un côté, un peu de structurel de l'autre, je voyais que ça commençait à matcher, mais de là, parfois systématiquement oser pour toutes les joueuses, non. Il y en avait certaines avec qui je commençais à travailler. Donc j'ai vu qu'en cabinet, ça matchait bien, et surtout en discutant, notamment beaucoup avec Cyril, qui a accepté de s'ouvrir, ce qui n'était pas évident, parce que des fois, les gens sont plutôt fermés. On a vu un champ des possibles qui était colossal, et c'était applicable tout de suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on comprend le mouvement et surtout qu'on regarde la forme d'un corps à l'observable te donne déjà des tendances. En fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore touché le patient,
On a déjà c'est pas un absolu, mais ça nous donne déjà une forme de corps, ça nous donne déjà une tendance. Quand je vois un tracteur avec des gros pneus, je me dis, OK, je m'attends à ce que ça roule comme ça. Et quand je vois un vélo avec des pneus plus fins, bah, ça roule aussi, mais ça roule pas pareil. Et ben, la forme d'un corps, c'est pareil. C'est ça. C'est exactement la sensation que j'ai eue quand je suis venu faire ta formation de quoi à l'INSEP. Yes. C'est il y a 2 ans maintenant. Ouais, c'était la première session, exactement, juin 2022. Juin 2022, Ouais. c'est vraiment une bonne mémoire. Ouais, c'est là, je me souviens. C'est vrai que ça ouvre une perspective complètement différente finalement. Alors différente non, mais de précision en l'occurrence. Complémentaire. Et on voit encore des choses qu'on ne voyait pas forcément avant sur nos patients, quoi. Ce qui ressort, c'est que les gens te disent souvent, ah, mais c'est évident. Ouais, c'est ça. Mais il n'empêche que. Comme un sportif qui te dit ah mais je comprends mieux pourquoi. Ouais. En fait, il le savait, mais il l'avait jamais réussi. Il l'avait pressenti, mais il ne l'avait pas défini. Il n'a pas mis en application, Ouais, il n'a pas exactement. expliqué, il n'y a pas Ouais. d'explication pour lui, quoi. Donc, Ouais. quand il a l'explication, il le comprend. Ça ne change rien à sa pratique finalement, mais il a l'explication. Comment est-ce que tu arrives à l'intégrer à mon activité, à ton activité, ta pratique podologique pure du coup. Ok, donc du coup, bah, dans la podologie, comment j'ai fait pour l'intégrer? Bah, à partir du moment où on s'intéressait à la motricité et qu'on s'intéresse à la forme d'une structure corporelle, quand je vois quelqu'un, je pars toujours de sa base. C'est-à-dire que nous, on a une priorisation dans la compréhension du mouvement. C'est-à-dire qu'on part de ce qui est le moins adaptable, la forme d'un corps, un fémur, un buste. On ne peut pas le réduire. C'est-à-dire que ça fait telle taille, ça fait telle taille. C'est comme ça. Mais ça ne changera pas. Une motricité, le côté neuro, même s'il y a des tendances et des empreintes motrices, des manières de bouger en fonction des gens, c'est quand même malléable. Et du coup, je pars de ce qui est moins adaptable pour aller vers ce qui est le plus adaptable. Et du coup, je pars de la structure. Alors, si on voulait aller vraiment jusqu'au boutiste, être précis, on part même de l'énergie. C'est-à-dire, quel est le degré de l'énergie de mon patient au moment où il vient me voir ou même au moment où il s'est blessé. Ça, je ne peux pas le changer. En revanche, ça me permet de comprendre le contexte, c'est-à-dire dans quel contexte il s'est blessé. Et donc, cet élément-là, après, vient la structure. Après la structure, vient le côté neuro, c'est-à-dire on peut discuter de la posture, des réflexes, les préférences, et puis ensuite vient l'action et le mouvement. Et donc moi, chaque fois que je vais avoir un patient, je vais essayer de comprendre et je vais cheminer le long de cette pyramide pour voir si le problème est du côté structurel, s'il est du côté plutôt neurologique, au sens large du terme, s'il est un problème lié à la rencontre des deux, ou si c'est un problème tout simplement d'exécution. Aujourd'hui, les sportifs, alors si on revient à la course à pied qui parlera peut-être plus au plus grand nombre des podologues, c'est souvent le plus pratiqué. Voilà, exactement. Là, pour certains auront entendu que l'alpha et l'oméga de la course à pied, c'est une fréquence de 170-180 avec un appui médio avant-pied, etc., etc. Pour certains, ça va bien marcher, et puis pour d'autres, ça ne va pas marcher. Donc certains vont se blesser en courant comme ça. Donc si je m'attarde sur la structure, ce n'est pas le problème structurel. Là, c'est clairement un problème de technique, d'exécution. Il n'y a pas besoin de semelle. On change la technique et par ricochet, on peut peut-être même aller plus vite. Il suffit de changer la technique. Et si la technique ne fonctionne pas, là, on peut commencer à discuter thérapeutique plus approfondie. Donc voilà comment je fais. J'essaye de voir quelle est la zone qui, de mon point de vue, pose problème. Des fois, c'est une entité de la pyramide. Des fois, c'est 2, 3. Des fois, c'est toute la pyramide qui est à revoir. Mais il faut quand même respecter un prérequis parce que sinon, si on veut aller à l'étage final de la pyramide sans avoir tenu considération de ce qui était en amont, ça va s'imposer à nous puisque ce n'est pas adaptable. Et du coup, mon action ne va pas être efficace. D'où l'intérêt de partir toujours d'un schéma de base et d'évoluer en fonction de ce schéma finalement. De mon point de vue. Toujours considérer l'individu qu'on a en face de nous, quoi. Exactement. Donc ouais, c'est hyper important. Et je rebondis sur un truc là que tu viens de dire, c'est qu'on n'a pas tous besoin de semelles parce qu'on a beaucoup ça dans les cabinets, les gens qui nous disent donc mais est-ce que ce serait pas intéressant de faire un bilan préventif à tous les enfants ou est-ce qu'on n'aurait pas tous besoin de semelles? J'ai déjà une idée bien préconçue de tout ça, mais quelle est ta vision des choses à partir de là? En fait, aujourd'hui... Je rebondis par rapport au coureur qui vient souvent en disant je viens vous voir, j'ai mal au genou, ça fait 3 semaines que j'ai pris la course à pied, il me faut des semelles orthopédiques. Ça, souvent, on l'entend. Cette vision, en fait, elle m'est venue à la suite de 2 choses. La première, c'était mon expérience. Moi-même, quand j'étais plus jeune, du coup, sportif de haut niveau, je faisais un sport où j'étais pieds nus. Et du coup, quand tu es pieds nus, par ricochet, l'action de la semelle, elle ne fonctionne pas. Alors, même si les semelles peuvent agir à distance, même une fois qu'on arrête de les porter pendant quelques temps, il n'empêche qu'à l'époque, la posture était en devenir et c'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est plutôt des semelles de visée biomécanique. Et du coup, la semelle de visée biomécanique, son effet, il est plutôt éteint au bout de quelques heures. Rapidement, ça s'estompe. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'agir là-dessus? Donc, ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est surtout que quand j'ai eu après affaire à des sportifs de haut niveau, de très haut niveau et après en cabinet, même si la semelle, c'est pour leur faire du bien, c'est un élément supplémentaire à intégrer dans l'entraînement et dans le mouvement. Or, ces éléments-là, c'est des gens, ils ont une capacité à interpréter ce qu'ils ressentent très forte. Ils savent très bien, ils ne savent pas mettre des mots techniques comme nous on pourrait le faire. En revanche, ils savent ce qui marche et ce qui ne marche pas pour eux. Et mettre une semelle, quand bien même elle serait pour leur bien, ça demande quand même un temps d'adaptation. Et ce temps d'adaptation, notamment dans certains sports, on ne l'a pas. C'est-à-dire que si tu as une perf, si tu dois jouer tous les 3 jours,
Tu mets une semelle, normalement, nous, ce qu'on faisait, enfin, moi, ce que je faisais quand je donnais une semelle, il y avait un plan d'intégration, de réentraînement, etc. Oui, mais là, on l'a pas. Et donc, moi, je n'avais pas suivi des handballeuses. Les filles, elles jouaient tous les 3-4 jours. Des fois, elles partaient en sélection. On ne peut pas se permettre de mettre une semelle comme ça, dire, bah écoute, tu te donnes un peu de temps. Elle n'a pas le temps, la fille. Et un sportif de haut niveau, il a toujours mal quelque part. Mais il connaît ses douleurs. Donc, il deal avec. Par contre, s'il vient, qu'il a une douleur, que tu lui mets une semelle, certes, cette douleur est soulagée, mais qu'il a une nouvelle douleur qu'il ne connaît pas, là, le stress, il monte au zénith. Et il ne va plus mettre la semelle. Et non, et en plus de ça, il est perturbé dans son sport. Là, Exactement. Si on peut faire autrement sans semelle, et donc il y a plein de fois pour X raisons qu'on a décrites, le mouvement, l'analyse, etc., je me suis dit, il faudrait essayer de faire sans semelle. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à la préparation physique, à la compréhension du mouvement et à toutes ces synergies qu'il pouvait y avoir. Et me dire peut-être que mon problème, c'est que je le vois sous un prisme centré et qu'il faut le voir sous un ensemble. Globalité. Exactement. Et du coup, ça d'agir sur tel ou tel type de levier. Et la semelle, c'est vraiment OK, un absolu quand tout le reste n'a pas fonctionné. OK, enfin tout le reste sous le prisme de la podologie. À ce moment-là, OK, on va mettre une semelle, mais ça ne doit pas être un point de départ, ça doit être une finalité. Ouais, j'aime bien dire c'est de la triche. Fin, quoi. Ouais, voilà, c'est de la triche. Ça parle tout de suite plus aux patients quand tu leur dis c'est de la triche. Et le but, c'est d'essayer de les engager un peu et de les responsabiliser par rapport à leur éducation thérapeutique, bien sûr. Plutôt thérapeutique que éducation. Ça avait bien évolué. Tu parles de l'ETP, éducation thérapeutique du patient. Il y a 20-25 ans, on n'en parlait pas de ça. C'est-à-dire que les gens venaient, ils avaient mal là, comme on allait chez le médecin, il te donnait un médicament, tu prenais sur 5 jours et tu détaillais, ils ne se posaient pas de questions. Aujourd'hui, ce que veulent les gens, c'est comprendre. La preuve, ils vont tous sur Internet avant de venir te voir, ils ont déjà la réponse. Ils veulent comprendre ce qu'ils ont. Et je pense qu'un sportif qui comprend ce qu'il a, c'est déjà une partie du chemin qui est faite. Alors ça marche très très bien chez les sportifs, ça marche beaucoup moins bien chez les personnes plus sédentaires, plus... Elle voudrait effectivement... Alors elles cherchent à comprendre, elles comprennent, mais c'est très dur à mettre en application. Je pense que ça, c'est plus notre culture un petit peu française. Quand tu regardes dans d'autres pays, finalement, ça se passe beaucoup mieux que ça, d'un point de vue éducation thérapeutique pour les personnes beaucoup plus sédentaires. En fait. Donc, et ça, c'est quelque chose qui pourrait être amené à évoluer, peut-être maintenant avec les jeunes, la nouvelle génération, les je vais réseaux te dire, qui se renseignent, etc. Ils veulent savoir et on ne peut plus les prendre pour des loubies, c'est-à-dire tu fais comme ci, tu fais comme ça. C'est ça, et puis un jeune qui veut sortir, qui veut suivre, par exemple, un ancien, enfin toi tu es un ancien sportif de haut niveau, mais aujourd'hui un sportif de haut niveau, souvent il se montre sur les réseaux, sur Instagram, etc. Il montre son entraînement, sa préparation physique, et il montre aussi sa nutrition, il montre tout ça. Donc les jeunes qui maintenant voient un petit peu l'envers du décor, se disent aussi, bah oui, ça tombe pas, c'est pas tombé du chapeau, quoi. Non. Il faut aussi savoir responsabiliser un peu les gens. Est-ce que tu arrives, toi, du coup, pour les patients un peu hors sportifs, les emmener comme ça vers un travail personnel, en fait? Alors, dans ce cas-là, moi, ce que j'essaie de... Alors, du coup, quand on s'intéresse un petit peu aux motricités et aux préférences motrices, c'est annexé à des préférences cognitives, c'est-à-dire d'une manière de comprendre un discours ou de comprendre les échanges avec une personne. J'essaye de prodiguer mon discours comme eux le perçoivent. C'est-à-dire qu'une fois que je connais un peu leur manière de bouger, je ne sais pas qui ils sont, mais potentiellement, je peux essayer de comprendre comment ils aiment prendre l'information. Donc, je vais essayer de leur dispenser mon discours comme eux aiment prendre l'information. Moi, je passe beaucoup de temps, parfois trop, quand je discute avec certains collègues, sur le contexte. C'est-à-dire comment ils sont blessés. 15-20 minutes. Et c'est long, 15-20 minutes sur un bilan. Moi, je fais des bilans un peu longs. Oui, mais en vrai, tu n'as pas le choix, du coup. Exactement. Et du coup, une fois que j'ai compris un peu comment ils vivent, dans quel environnement ils vivent, comment ils sont arrivés là, ça ne me dit pas qui ils sont, mais je cerne un petit peu la personne, en fait. Parce qu'à force, on a un peu d'expérience. Et du coup, je connais le contexte de la blessure. Après, j'ai cheminé lors de mon examen. Je veux leur donner 1 ou 2 tendances. Il ne faut pas leur donner trop d'infos. Parce que sinon, de toute façon, ils les mettront pas en place. Qui reviennent et qui disent, en fait, vous m'avez dit trop de trucs et j'ai rien compris. Il faut aller à l'essentiel. Et j'essaie de prodiguer cet essentiel dans le discours. Non pas comme moi, j'aimerais le faire, mais comme eux sont susceptibles, tout du moins, de mieux percevoir l'information. Et à ce moment-là, tu as plus de chances, c'est pas 100% de réussite, mais tu as plus de chances de leur faire comprendre. Et surtout, si tu prends un exemple, les gens, ils sont pas idiots, en fait. S'ils viennent, c'est qu'en général, ils ont une problématique. Et cette problématique, si tu leur expliques le cheminement, ce qui a pu se passer, on n'a pas toujours la réponse. En revanche, il faut bien leur donner une option. Il ne faut pas qu'ils repartent sans option. Si on leur fait comprendre ce qu'on veut faire, si vraiment ils veulent aller mieux, la plupart sont quand même intelligents à minima et ils vont se dire « Ok, chacun son métier, il me dit plutôt ça. » Mais il faut essayer de prodiguer le discours comme eux aiment l'entendre et pas comme moi. Ouais, il faut pas en partant de moi, mais en partant d'eux. Ça, c'est essentiel. S'adapter à la personne que tu as en face de toi. C'est l'individualisation, c'est indispensable. Et c'est ce qui lui permet, une fois de plus, comme on est tous un petit peu différents, c'est ce qui permet de faire en sorte que la personne puisse accrocher l'information. Exactement. On l'accroche pas tous de la même manière. L'histoire de la pomme, tu te rappelles de ça? Tu te rappelles pas de ça? Non, dis-moi. On nous avait présenté une feuille avec un dessin, une pomme, et on nous avait demandé un petit peu ce qu'on voyait sur cette feuille. Et en gros, en préférence C'était en préférence. C'était en préférence. Et certains répondaient, je vois une pomme. Oui, très concret. Et puis d'autres disaient, je vois le fruit de l'arbre, du pommier, etc. Effectivement. On est tous un peu différents. On n'a pas la même façon de réfléchir. À situation identique, la perception est différente. Exactement. Comment ça va, toi, en ce moment, du coup? Écoute, ça va. Donc là, moi,
Alors oui, c'est peut-être un truc maintenant, moi du coup j'ai cheminé un petit peu plus. Mon activité de podologue, les 3/4 de mon temps sont dédiés à, du coup oui, j'ai peut-être pas stipulé, j'ai monté une société qui s'appelle Sport Posture Conseil, qui a 3 objectifs. Donc le premier, c'est développer tous ces liens neuromécaniques en fait, au sens, c'est un peu pompeux comme terme, mais c'est pour faire comprendre qu'il y a un aspect structurel. Voilà. Travail du mouvement surtout aussi. Du mouvement, voilà, exactement. Pour cela, du coup, je travaille beaucoup sur tous ces liens qu'on peut faire. Je me suis associé avec Volodalen, qui est le leader de préférence motrice, pour faire de la recherche, ce que moi, je ne peux pas faire seul. Eux, c'est un laboratoire, donc ils sont accrédités par rapport à ça. Et du coup, on commence à avoir tout un tas d'éléments qui sortent progressivement dans les formations qu'on prodigue. Qui est représenté par Cyril Gindre. Voilà, Cyril en est l'initiateur, c'est le CEO de Volodalen. Mais il y a toute une équipe derrière qui travaille, mais c'est lui qui est la tête porteuse. Et du coup, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, après ça, du coup, c'est de faire des formations. Donc, on commence à dispenser des formations à tout corps de métier, podo, kiné, coach, ostéo, bref, tous ceux qui sont pro du sport, pro de la santé et qui essayent de comprendre le mouvement. Et puis le troisième, on travaille, ça c'est un aspect qui est quand même on peut pas forcément communiquer beaucoup dessus parce qu'ils sont pas toujours d'accord. On prend en charge des sportifs de haut niveau. Ouais. Donc là actuellement, on travaille avec des combattants de MMA et du coup, à des fins de performance. Alors quand il y a besoin de semelles, on fait des semelles, mais c'est qu'un tout petit élément de la chose où on essaye vraiment de leur apporter à la fois des skills pour eux, c'est-à-dire des éléments supplémentaires en eux. S'ils sont arrivés à ce niveau-là avant nous, c'est qu'ils ont déjà compris des choses. On travaille beaucoup sur la préparation. On est dans le détail. Voilà, la préparation physique et dans la compréhension du mouvement de la discipline en particulier. Et enfin, l'alpha et l'oméga, c'est des choses qui plaît notamment dans le MMA beaucoup, c'est qu'on travaille beaucoup sur l'adversaire. C'est-à-dire, ok, j'ai compris comment toi tu bouges quand tu aimes bouger, mais les autres, le mouvement de l'adversaire. Exactement, pour donner des skills aux combattants. C'est-à-dire que c'est pas l'alpha et l'oméga, encore une fois, c'est un plus, mais du coup, il a comme une grille de lecture de base de son combattant. C'est-à-dire quand il arrive dans la cage, si on reste dans le parallèle avec le MMA, il connaît déjà le mec, il a le mode d'emploi. Alors, il peut tout faire, mais on voit qu'un système nerveux en mode survie, et la cage, je sais, si on se rapproche de la survie, il va pas innover. Plus ça va être compliqué, plus il va revenir à des basiques. Et donc, quand on regarde les manières de bouger des combattants adverses, dans X contexte, on voit des choses qui émergent. Et c'est comme des récurrences. Ça te permet de savoir qui tu es en fait. Exactement. Ouais. Et ça te permet du coup de mieux comprendre. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. L'objectif maintenant, c'est d'essayer de développer ça à l'étranger. Donc, on commence à avoir des contacts. C'est le tout début, je ne peux pas trop en parler, mais on commence à avoir des contacts à l'étranger. Notre sujet, ce qui fait sa force, c'est que c'est nouveau, toutes ces interactions. Ce qui fait sa faiblesse, c'est que c'est nouveau. Personne n'est passé par là, donc il faut essuyer les plâtres. Et surtout, il faut essayer d'apporter une légitimité à tout ça. Tu touches au sujet brûlant de ce qu'on cherche à apporter toujours, c'est que si tu n'essayes pas, tu ne peux pas y arriver de toute manière. Non. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si tu te plantes, tu t'es planté, mais au moins c'est ton expérience et tu pourras mieux rebondir derrière. Et il faut se lancer, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Alors là, on parle de podologie, mais qu'on soit podologue, qu'on soit entrepreneur de je ne sais quoi, qu'on soit plombier ou autre, il faut se lancer. Qui ose gagne. Moi, je garde cette devise. Celui qui ne va pas réussir, alors pas dans la vie, mais celui qui ne va pas réussir à aller chercher ses objectifs, la plupart du temps, c'est celui qui n'ira jamais oser quelque chose. Donc les amis, il faut oser, il ne faut surtout pas lâcher cette efficience mentale. Ça, c'est hyper important. Ouais, faut pas se mettre de frein. La nouvelle génération, elle se met moins de freins que la nôtre. Parce qu'il y a l'accès maintenant à l'information. Oui. Et l'entrepreneuriat est bien vu. Il y a 20-25 ans, l'entrepreneuriat, c'est pas bien. Le méchant patron qui vole les salariés, etc. Même si c'est pas, on n'est pas Apple ou Facebook, mais, non, mais les gens cherchent à s'élever. La vision n'est plus la même. Ouais. Puis attention, maintenant, on parle de retraite, le danger des retraites. On ne sait pas aussi de quoi sera fait notre vieillesse. Donc, c'est important de savoir se protéger, se préparer pour l'avenir et puis d'essayer d'être le plus excellent possible dans son travail. Quoi. Ouais, clairement. Non, c'est une piste d'orientation, c'est indispensable. En tout cas, c'est beau, c'est super ce que vous faites là, donc c'est top. Ouais. J'ai une petite question pour toi, du coup. Oh là. Ouais, mais rien de très compliqué, je te rassure. Ouais. Comment tu vois à peu près la vision de la podologie à l'avenir? C'est quoi pour toi l'avenir de la podologie? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, la force de notre profession par rapport à ce qu'elle était il y a 20-25 ans, désolé de faire des comparatifs, mais ça permet quand même, c'est le privilège de l'expérience, ça permet quand même de voir les évolutions. Il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est qu'aujourd'hui, on a accès à tout un tas de connaissances. Donc ça, c'est véritablement une force. Le revers de la médaille, c'est qu'on ne peut pas être spécialiste en tout. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se former à droite à gauche, ça veut juste dire que, ok, c'est bien d'avoir une vision plurielle, quelles que soient les approches. Encore une fois, on l'a expliqué, c'est pas une paroisse qui répond à tout, c'est une somme. Mais à un moment, je pense que si on veut vraiment aller très loin dans l'individualisation, il va falloir peut-être s'attarder sur quelques domaines. Et puis les autres domaines, on a une connaissance générale, mais quand il s'agit d'aller plus loin, il faudra le donner à quelqu'un qui est vraiment, lui pour le coup, à son tour, très expert. Exactement. Et je pense que tout le monde ne pourra pas le faire, évidemment, mais l'absolu pour moi serait d'avoir un cabinet avec plusieurs podologues dont chacun a une ou plusieurs spécialités. Et en gros, il y a un patient qui vient, il y a un bilan, alors il faudrait se mettre d'accord sur un bilan de base d'entrée quand même, et après on oriente le patient vers tel podo ou tel podo, si on reste dans le prisme de la podologie, pour justement traiter, là c'est plutôt un problème d'ordre postural, au sens propre du terme, je vais t'orienter plutôt vers le posturologue, posturopodiste.
Là, c'est plutôt un problème plus structurel. On va peut-être l'orienter vers quelqu'un qui fait qu'une approche très mécanique du terme. Et puis, des fois, non, tiens, on a peut-être un problème postural, mais ça cohabite avec un petit souci structurel au départ. OK. Et puis, pourquoi pas venir adjoindre des gens qui sont… alors, il y a déjà des collègues qui ont eu cette vision-là, Sébastien Lebras pour le nommer, ou rajouter du coup un préparateur physique dans l'entité qui lui aura tout à gagner, à être au contact de professionnels du sport. Un médecin du sport qui sait que du coup, il a à sa disposition des gens qui ont une vision plurielle. Voilà, ça c'est, tu me dis, s'il n'y a pas de limite d'argent, s'il n'y a pas de guerre d'ego, parce que c'est aussi ça le problème. Voilà, exactement. Mais je pense que demain, pour qui veut travailler dans l'individualisation, et si on veut pousser vraiment l'expertise très loin, prendre de l'expertise, ça demande du temps. C'est de l'expérience, il faut vivre des expériences, il faut être confronté à ses limites. Et du coup, ça suppose de faire des patients. Et du coup, pour ça, on ne peut pas être expert partout. Donc, je pense que vraiment, si on peut avoir cette entité, pour faire un parallèle, nous, à Sport Posture Conseil, actuellement, on est 2 ou 3, mais globalement, on est surtout 2. Moi, j'ai une certaine spécialité, mon collègue en a une autre, ça s'appelle Xavier Dix. Et du coup, voilà, l'idée, ce serait après, à terme, pourquoi pas, de rajouter un 3e, une 4e personne qui, elle, aura une spécialité dans d'autres domaines encore que nous, on n'a pas. Le but, c'est que le patient sportif, il puisse, lui, derrière, récupérer, un maximum d'informations le concernant. Voilà, donc c'est un sens large, mais une belle vision. Ouais, je pense que, alors, je ne sais pas la latence, mais je dirais j'ai pas le temps en tête, mais je pense que on va y venir, quoi. Moi, je pense qu'on tend vraiment vers l'aspect clinique. On devient clinicien de toute manière, on l'est déjà, mais il faut vraiment qu'on se spécialise dans l'aspect clinique. C'est l'attente du patient aussi. Et effectivement, le côté structurel est important. Je rebondis sur le cabinet de Seb Lebras qui est assez exceptionnel. Et on voit bien effectivement que ne serait-ce que le fait d'y intégrer un préparateur physique, ça change tout. Puisque c'est vrai que déjà, lui, il lâche le côté un peu… Nous, on fait un peu de préparation physique avec nos patients, mais on n'est pas non plus légitime comme un préparateur physique. Donc le fait de lâcher ton patient à un préparateur physique, c'est plus tout à fait la même prise en charge. Voilà, c'est-à-dire que le prépa-phy, il voit, je dis de bêtises, admettons, il voit 20 clients par jour, répétés sur 5 jours, répétés sur 50 semaines dans l'année. Forcément, son expertise, elle est colossale. Donc, même si toi, tu as une vision, mais que tu envoies, j'ai une bêtise, je sais pas, 5 ou 6 par semaine, lui, il envoie 10 fois plus. Donc, il a 10 fois plus d'expérience. Donc, forcément, il est extrêmement expert dans son domaine. Et donc, si je dois avoir une question très pointue, c'est vers lui qu'il faut l'orienter. Tout à fait. Et on aura la même chose pour les podos. Celui qui fait que de la posture et qu'on voit 15 par jour, ou 20 par jour, c'est mieux que celui qui en voit 15 par mois. Voilà, c'est tout le monde. Il y a évidemment des nuances à tout ça, mais globalement, plus j'en vois, plus je délivre de la connaissance et surtout, plus je suis capable d'identifier rapidement le besoin du patient. Parce que c'est ça, en fait, l'expérience. C'est en quelques minutes, arriver à élaguer 70% des problèmes pour se concentrer sur les 30% restants et dire, OK, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En tout cas, très belle vision des choses. Ouais. Voilà, et puis pour rebondir, excuse-moi, je te coupe, mais ce que tu disais, je pense que aussi la plus-value du podologue demain, ce sera clairement son examen clinique. Ouais, c'est vrai qu'on vend dans les écoles beaucoup, enfin dans les écoles, j'ai rien contre les écoles, mais le podologue, il se dit, je vais gagner de l'argent par le biais des semelles, ce qui est vrai. Mais il ne faut pas hésiter, si on a une expertise, si on a une connaissance, à augmenter, alors dans un juste milieu, mais encore une fois, quand vous vendez votre expertise, je m'adresse au podo, certes, même si vous avez l'impression qu'en 30-40 minutes, ça justifie peut-être pas un prix, ce que au moment où vous vendez, vous proposez votre bilan à votre patient, le prix que vous lui faites payer, ce n'est pas le prix du bilan. C'est le prix des années qu'il vous a fallu pour être capable en si peu de temps de lui délivrer cette connaissance. C'est ça que vous payez en fait. Et ça, les gens, il faut qu'ils le comprennent. Ce n'est pas 40 minutes, ils disent « Ah ouais, tout ça pour 40… » Non, si je vous avais, ce que vous payez là, c'est ma capacité à vous proposer ce service-là qui vous a fait aller mieux en 40 minutes. Et c'est ça qui vaut de l'argent. Et aujourd'hui, on voit que cette capacité d'ailleurs à proposer, elle est complètement différente d'un podologue à un autre. Du coup, c'est un problème, c'est un gros problème à mon sens. C'est aussi d'ailleurs le but de cette chaîne de base, c'est d'essayer de promouvoir l'excellence en podologie pour pouvoir faire tendre la prise en charge du patient vers une qualité de soins irréprochable. Parce qu'on a du mal aujourd'hui dans certains cabinets, alors sans cibler des cabinets en particulier, on a du mal à proposer des choses qui tendent vers l'individualisation de la personne, vers la préparation physique, vers la nutrition. On n'en a pas parlé, mais c'est quand même aussi quelque chose qui est hyper important. Et même si ce n'est pas notre domaine, on doit en parler avec notre patient parce qu'il peut faire de la préparation physique, il peut faire du renforcement musculaire. Si derrière la nutrition, ça ne suit pas, ça ne marchera pas. Non, la récup, le sommeil, tout ça, bien sûr. Donc, il y a forcément besoin de parler un peu de tous ces aspects-là. Et aujourd'hui, on est limité énormément, et surtout quand on sort de l'école, on est limité énormément dans notre pratique. Et on est beaucoup moins légitime à la prise en charge, du coup. Voilà, pour ceux qui sortent des écoles, il faut vous dire que de toute façon, c'est normal. Au début, on essaie de bien maîtriser ce qu'on a appris à l'école. OK, c'est normal. Mais à un moment, vous allez être confronté aux limites de cet apprentissage. Non pas que c'est pas bien ce qu'on vous a appris, mais on ne peut pas te parler de tout en 3 ans ou 4 ans de podo. Et du coup, c'est là que vous allez vous dire, OK, là, je vois la limite de ma pratique. De quoi j'aurais besoin ? Tiens, je vais essayer d'aller me former à tel sujet.
et puis hop, et je rajoute comme ça des pièces à mon édifice. Mais pour maîtriser ces pièces-là, il faut au préalable peut-être avoir un peu essoré, si j'ose dire, la connaissance de Ouais, base. c'est ça. Même les collaborations, tout ça, c'est hyper Ouais, important pour aller chercher exactement. l'expérience. Aller au contact de gens qui sont déjà On- passés par là vous fera gagner du temps, Voilà. clairement. Ouais, On est tous passés par là, Ouais. du coup. tout à fait. Superbe expérience. Eh bah, écoute, c'était super Ouais. sympa. Merci à Ravi, toi. merci à toi pour ton accueil et Bah, puis écoute, pour ton invitation. Et puis C'est surtout pour ton accueil à toi. Ouais. au plaisir de se revoir. Bah oui, un petit coin sympa. Bon, ça va, il est pas trop chiant, Mathieu, il est plutôt cool. Bon, merci à vous à tous pour votre écoute en tout cas. Voilà. Cet après-midi, c'est atelier reptation. Voilà, le calme avant la tempête. Bon, j'espère que ça vous a plu, cette petite rencontre avec Mathieu Toulza. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé, c'était très sympa. Maintenant, on est reparti, direction l'hôpital, ça va être un petit peu moins sympa, mais nécessaire. Et n'oublie pas, si tu es podologue et que tu cherches à maximiser ta liberté et ton succès, découvre mon programme unique. Au-delà des formations traditionnelles, il t'offre des stratégies concrètes pour développer ta pratique et assurer ton avenir financier. N'hésite pas à télécharger mon e-book gratuit pour en avoir un avant-goût. N'hésite pas non plus à rejoindre notre programme si tu es prêt à embrasser l'excellence. Ensemble, brisons les tabous et visons la réussite. Je te laisse cliquer sur le lien en description si tu veux en savoir plus. Je te dis à plus tard. Ciao.